je dirais, original. On se déplaçait toujours en bus, à travers la Suisse. Parfois, quand on rentrait le soir, on rentrait tard et moi, on venait me chercher en minibus Volkswagen, le combi. Il venait me chercher avec le combi et quand ils descendaient du combi, ils avaient des cheveux longs, et cetera. Cette période-là, fait que j'étais aussi influencé par les gens qui étaient autour de moi, qui étaient mes amis, mais influencé dans le bon sens. C'était: «Qu'est-ce que tu vas faire dans le monde du business? Reste avec nous, on va vivre en communauté, on va aller dans le Larzac», et cetera, et cetera. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des légendes. Il avait l'allure tranquille d'un étudiant studio, mais ballon au pied, notre invité se transformait en moine soldat. Un joueur de tempérament généreux dans l'effort, capable de montées rageuses qui soulevaient les travées du parc Lescure. Un latéral comme on en fait peu, rugueux, infatigable, intelligent et surtout fidèle, 12 saisons en marine et blanc, près de 490 matchs avec les Girondins de Bordeaux, 3 titres de champion de France, 2 Coupes de France, des demi-finales européennes face à la Juve et Leipzig et une longévité rare dans un club de haut niveau. Mais notre légende, c'est aussi une médaille d'or olympique à Los Angeles en 1984, remportée sous les ordres d'Henri Michel, avec une génération de bleus affamés et brillants devenus une bande de copains pour la vie. C'est un parcours en A où, sélectionné par 3 sélectionneurs, il accumule discrètement 4 caps. Son style capillaire varié au fil des saisons, de la coupe mulet à la coupe à la brosse, en passant par la moustache stylée Magnum PI, mais son niveau, lui, restait inébranlable, assez pour pousser un certain Éric Dimeco à confesser qu'il passait ses matchs à lui courir après. Du Servette à Bordeaux, en passant par le Paris FC et le Havre, il a tout connu, les joutes européennes, les grandes heures du football français et l'exigence du très haut niveau. Aujourd'hui, sur le podcast des légendes, nous recevons un des meilleurs arrières latéraux français des années 80, un homme de l'ombre devenu une légende lumineuse. J'ai nommé Jean-Christophe Touvenel, bien entendu, The Look, comme on l'appelle dans le milieu. Jean-Christophe, nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast des légendes. Ça répondra aux milliers de fans qui, chaque mois, nous demandent « Ah ouais, Jean-Christophe, est-ce que vous pouvez l'interroger ?» C'est fait aujourd'hui. Mets-toi à l'aise. Je suis sûr que tu apprécieras mes questions et j'espère que tu considéreras aussi les très longues questions de Michel comme agréables, comme tu vas le voir très bientôt. Bonjour et merci de m'accueillir dans votre émission. C'est un plaisir. Puis c'est un nouveau format parce que tout à l'heure, Michel a dit que j'étais un petit peu habitué. Pas du tout. C'est un nouveau format. Je pense que c'est le format peut-être de l'avenir où il évoluera encore probablement. Mais c'est fort sympathique. bienvenue Jean-Christophe, merci d'avoir accepté notre invitation. On va tout de suite se mettre dans le vif du sujet. Je vais essayer de faire des questions courtes. Guillaume m'a gentiment mis la pression. Comment a commencé pour toi la passion du football ? Je pense que c'est pas moi qui ai choisi le football, c'est le football qui m'a choisi. J'ai commencé comme tout en chacun à jouer dans des petits clubs il y a très longtemps, puisque ça remonte dans les années 60, début des années 70. Et puis, les circonstances ont fait que j'avais quelque chose, un petit plus par rapport aux autres. Et puis finalement, on va plutôt vers la facilité que vers la difficulté. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ce sport, il est quand même sympa. Il y a un contact avec les autres. Il y a quand même un lien particulier aussi avec les entraîneurs qui pouvaient éventuellement se créer. Et j'ai dit on peut essayer et puis après on verra. Et tu joues à un poste particulier à ce moment-là ? Ouais, ouais. Tu joues déjà attaquant. J'ai joué avant-centre et d'ailleurs mes débuts quand j'ai commencé en jeune, où chaque fois j'étais surclassé. Enfin bon voilà, on va pas rentrer dans les détails. Et donc lorsque j'ai commencé en professionnel au Servette de Genève, j'ai commencé avec l'avant-centre de l'équipe d'Angleterre qui était Martin Chivers. Et je jouais à côté de lui en jouant 4-4-2 avec que des internationaux autour. Lui, c'était une tour de contrôle. Il a joué à Tottenham. C'était un très grand joueur. Il avait vraiment, comme Marc Ackley a été par la suite, il avait le profil de l'anglais très grand, beaucoup de présence, leader, un jeu de tête exceptionnel. Et moi, j'étais
le feu follet qui tournait autour et qui mettait beaucoup d'énergie, beaucoup de générosité, que j'ai gardé d'ailleurs pendant toute ma carrière, pour essayer de faire qu'il devienne, et ce qu'il a été, un meilleur attaquant en Suisse à cette époque-là, puisqu'il a été 76-78. Il a été meilleur buteur et joueur. Donc moi, j'étais un peu le joueur des espaces, qui créait des espaces, qui bousculait tout le monde. Et donc j'ai commencé comme ça. Et c'est mon premier poste. Tu viens de Colmar, si je ne m'abuse. Félicitations, tu as perdu ton accent facilement. Hein, c'est pas le cas de tout le monde, hein, y compris dans ce podcast. C'était quoi tes premiers clubs en Alsace? Alors, c'est-à-dire mon père était militaire, militaire de carrière, et donc je dis pas que je suis né à Colmar par hasard, mais c'était un peu le chemin de tous les militaires de carrière. Ils restaient 2-3 ans dans une base et puis partaient, ce qui a été le cas. On est parti à Belfort après, à Saint-Dizier. Et puis, lorsque mon père a décidé d'arrêter sa carrière militaire, il avait sa mère qui habitait à Ferney-Voltaire, la banlieue, on va dire, proche de Genève, côté français, pas côté Annemasse de l'autre côté, mais côté Jura. Et donc, j'ai débuté là-bas, dans un petit club à Ferney. Et puis, j'ai été recruté par un autre club à Saint-Genis-Pouilly, qui était un autre petit village à côté. Et à Saint-Genis-Pouilly, il y avait aux Servettes de Genève, il y a eu Jean Snella, qui a été un grand monsieur aussi du football français. Jean Snella, et lui, il avait mis en place un système de détection sur des jeunes, et tout le monde comprenait que la région francophone et qui touchait Genève pouvait être aussi un endroit où il y a des jeunes joueurs qui avaient de la qualité. Et donc, j'ai été recruté par le recruteur en chef, puisque c'était au tout début, c'était dans les années 73-74. J'ai été recruté par le chief scout ben oui, c'est comme ça, hein, chief scout qui avait un œil, et puis il avait des indicateurs un peu partout côté français qui lui disaient, ben tiens, là il y a un bon joueur, là tu devrais, là si ça. J'ai signé au Servette de derrière, d'abord un contrat amateur, et puis en 75 un contrat professionnel, et où j'ai intégré l'équipe professionnelle, où je jouais avec la réserve, mais je jouais de attaquant, hein, vraiment vrai avant-centre. Et là, je mettais des buts, je marquais. Celui qui avait servi un peu d'intermédiaire entre le Saint-Genis-Pouilly et le Servette, c'était un boulanger. Et oui, mais c'est ça, c'est un boulanger qui, à l'époque, faisait la tournée des villages avec sa 2 chevaux break, et il vendait. C'est marrant, c'est des trucs incroyables. Ouais. Et que ça, on le raconte maintenant des fois, j'en ai parlé avec mes enfants, ils me regardent avec des yeux comme si jamais c'était l'avant-guerre, hein, on va dire, Ouais. ce qui n'était pas du tout le cas, mais les petites 2 chevaux camionnettes existaient vraiment. Je sais pas si vous vous souvenez. Bien sûr. Ouais. Et donc, elle faisait le tour et le boulanger venait me chercher pour les entraînements, puisqu'on s'entraînait 3 fois par semaine, pour Saint-Genis-Pouilly. Et il a servi un peu d'intermédiaire avec le chief scout du Servette pour que je signe là-bas. Et est-ce que tu sens rapidement que tu as un petit truc en plus que les autres quand tu joues dans tes petits clubs? Oui, parce que je dis pas que je survolais, mais j'avais des qualités de vitesse que personne n'avait, ce qui fait que la différence, je la faisais sur cette qualité forte, qui faisait que j'avais un vrai plus par rapport aux autres. Et je pense que c'est ça qui a créé l'intérêt du club du Servette, qui était en Suisse le club un des clubs phares du football suisse, puisque quand moi je suis arrivé avec l'entraîneur allemand Jürgen Sundermann, qui a été un joueur en Allemagne, puis qui a été entraîneur du Servette à cette époque-là, la qualité forte de vitesse était vraiment une qualité qui était recherchée.
Et donc, ça tombait bien puisque c'est ce que j'avais. Et comment ton père prend cette carrière qui est quand même pas trop alignée avec ce qu'il a fait? C'est un militaire. Ah Tu oui. choisis quand même un angle, peut-être, un peu orthogonal. Comment ça s'est passé avec ton père? Très mal. Très mal parce que lui était pas du tout d'accord pour que on va dire, parce que à cette époque-là, bon, ça fait un peu vieux, ancien combattant, mais c'est un peu la vérité. C'est un peu mettre en avant comment est-ce que le football professionnel, le début du football professionnel s'organisait. Le Servette de Genève était juste à la jonction entre le semi-professionnalisme et le professionnalisme. Et ce qui fait que mon père, qui était plutôt très cartésien et pas forcément d'accord pour que je consacre, on va dire, une partie du début de ma vie, puisqu'à ce moment-là, on ne sait pas ce qui arrive après, le pour s'entraîner, puisqu'à cette époque-là, fallait s'entraîner 4 fois par semaine. Je pouvais pas m'entraîner forcément la journée, donc je m'entraînais surtout le soir. Donc, j'avais pas de véhicule pour me déplacer. Je partais de Ferney-Voltaire en vélo. Je faisais 10 kilomètres à peu près pour aller à Balexert, rejoindre les équipes de jeunes au départ, puis l'équipe professionnelle après. Ce qui fait que lui, il voyait pas d'un très bon œil. Et d'ailleurs, on a été très rapidement en conflit, un conflit bon enfant, hein, Ouais. mais je comprenais parfaitement bien que lui, il n'avait pas du tout la même vision et il avait une vision, tu termines tes études, tu fais en parallèle, effectivement ce qui est possible de faire en parallèle, mais c'est pas, certainement pas la solution d'avenir. C'est pas le Voilà. plan A. C'est pas un plan génial ce que tu proposes. Ouais. C'est exactement ce que lui m'avait dit. Ma mère suivait parfaitement bien, donc on était en conflit et comme il comprenait et il voyait j'avais bon, le club du Servette après a fait beaucoup d'efforts. Ils m'ont acheté une moto pour me déplacer. Enfin, ils ont fait beaucoup d'efforts. Puis ils m'ont commencé à me donner un peu d'argent pour que je puisse me déplacer, que je dépende pas de mes parents, etc., etc. Donc tout ça mis bout à bout a fait que mon père, il a un peu déposé les armes, si on peut dire, et qu'il avait déjà Ouais. déposé Pour un militaire, c'est le avant, combat. mais voilà, il a un peu déposé les armes et puis il a dit: «Bon, si, c'est ton choix, assume-le et va où tu penses que tu dois aller et quoi qu'il arrive, moi je serai toujours là si jamais il y a un problème». Ça, c'était dans les années 75 et j'ai vraiment mis tous les atouts de mon côté en en suivant, puisque j'étais avec le groupe professionnel et le groupe professionnel s'entraînait le matin et l'après-midi et donc moi je jonglais avec l'école puisque il y avait pas de section sport-études là-bas. Les douaniers me voyaient passer tous les jours. Pour finir, ils contrôlaient plus les passeports. Enfin bon, et ils me laissaient passer quand j'étais à pied. Ils m'arrangeaient avec le bus pour que le bus m'attende si jamais j'étais en retard. Enfin, il y a plein d'anecdotes qui ont fait que, ben, à un moment donné, t'es pris dans un engrenage, mais positif, hein. Et puis tu as des résultats, tu commences à jouer, tu es apprécié par les gens qui font vivre le club, puisqu'à cette époque-là, c'était un, un marchand de bière hein, qui était président du club. Un mécène, ouais. Parce qu'à cette époque-là, en Suisse, c'était des mécènes. On en revient un peu hein, maintenant aux mécènes, c'est-à-dire aux gens qui mettent beaucoup d'argent pour faire vivre un club. Ben, à cette époque-là, c'était un monsieur qui s'appelait Coignet et qui avait une très grosse affaire de brasserie sur Genève et il mettait son argent à lui. Et c'est lui qui avait fait venir Martin Chivers et qui était payé par le brasseur. Et je parle de la Suisse. Et c'était le début véritablement du professionnalisme où tu t'entraînes. Et puis, il y avait des structures qui étaient mises en place par Jean Snella pour
que les équipes de jeunes soient suivies par des gens diplômés. Il y avait des recrutements dans la région très très forts avec des centres stages qui étaient mis en place pour recruter les meilleurs. Et donc le club était un petit peu en avance par rapport à tout ce qui se faisait en Suisse. Et moi, à l'intérieur, j'ai tiré mon épingle du jeu parce que j'avais des qualités fortes. Et puis, j'avais une chose en plus, j'avais le mental et la persévérance qui fait que ça a beaucoup contribué à, à ma réussite. Alors, je mets réussite entre guillemets, mais la réussite possible. Voilà. Et c'était quoi le plan B si d'aventure tu ne devais pas réussir en carrière pro? Tu avais un plan B? Ah oui, j'avais un plan B. Alors, le plan B, c'est qui était, alors là, c'était encore aussi vaste sujet de discussion avec mon père, puisque j'avais envie d'être agriculteur et D'accord. éleveur de moutons. Voilà. Donc, D'accord, c'est marrant. Je sais pas ce que j'aurais deviné de prime abord. ouais, c'est ça. Et donc, à partir de 16 ans, 17 ans, bon, je suis parti de chez moi et puis j'ai été vivre en communauté avec un objectif. On était une dizaine dans une même maison et puis on avait, c'était un peu la période hippie Ouais, aussi. c'est un peu une commune. Voilà. Et donc et cette période-là fait que j'étais aussi influencé par les gens qui étaient autour de moi, qui étaient mes amis, mais influencé dans le bon sens, c'est-à-dire influencé pour eux me regarder de manière curieuse. Mmh. Qu'est-ce que tu vas faire dans le monde du business, puisque ça commençait à devenir le monde du business également. Et reste avec nous, on va vivre en communauté, on va aller dans le Larzac, etc., etc. Enfin, tout un tas de choses qui étaient échafaudées. Et mon père, pas forcément non plus d'accord. J'allais dire. Voilà, sur le principe. Et donc il a quand même euh, Comme ça, en fait, c'est ton idée. Tu proposé un truc pire que le foot, la communauté agricole. Ouais, il est sûr qu'il a dit non, mais le foot, super, le foot. Super. Ouais, ça, on peut le voir comme ça. Alors, il n'a pas eu trop le choix. Je lui ai pas donné le choix. Je l'ai entendu, j'ai écouté, je comprenais. C'est maintenant. J'ai des enfants, des petits enfants. On a une autre vision des choses, Mmh. bien sûr, c'est certain. Mais quand on a 16, 17 ans, on pense que on détient la vérité et que quand on regarde sa caisse à outils à côté, on pense que la caisse à outils, elle est pleine de tous les outils pour la vie et la seule chose, c'est qu'on ne sait pas les utiliser forcément tous. Mais enfin bon, ça a été une période qui était marrante et je regrette pas du tout. Et donc tu disais que tu avais déjà un mental assez élevé. Tu penses que ce mental, il était dû à la pression que tu te mettais peut-être en te disant: «Bon, bah, voilà, faut pas que je déçoive mon père», est-ce que ça te mettait une pression supplémentaire qui était positive? Non, je pense pas, je pense que c'était mon caractère. J'ai le D'accord. caractère comme ça, Et justement, on va dire. par rapport à cette évolution et ce choix de carrière et ce que tu es devenu, qu'est-ce qui est lié effectivement à ton caractère et qu'est-ce qui est lié à l'éducation de tes parents? Est-ce qu'il y a c'est un mix ou? Non, je pense que dans mon caractère, dès que je suis arrivé à, on va dire à 16, 17 ans, j'étais indépendant financièrement puisque je me subvenais à mes besoins. J'habitais dans une maison où j'étais plus chez mes parents, donc j'habitais avec mes copains. Donc j'avais déjà pris une forme d'indépendance et le caractère bien trempé. Je pense que je l'ai gardé toute ma vie et je l'avais au départ et je l'ai cultivé, je l'ai arrosé un peu, parfois un peu trop, mais ça a quand même été la pierre fondamentale de ce qui s'est passé à suivre, c'est-à-dire dans ma carrière professionnelle et puis même dans ma vie après derrière. Donc tu arrives aux Servette. Est-ce que tu mets longtemps à t'imposer dans l'équipe 1? Quand j'ai commencé à jouer régulièrement, j'avais 17 ans à peu près.
Et là, il y avait que des internationaux dans l'équipe déjà, puisque c'était en Suisse, il y a les francophones, il y a les Italiens et puis les Suisses allemands. À cette époque-là, chacun essayait de garder son identité. Dans les clubs francophones, dont Neuchâtel, dont Lausanne, etc., Sion, on essayait de garder que des joueurs francophones qui parlaient français. Ce n'est pas toujours le cas. Au Servette, il y avait beaucoup d'internationaux comme Lucio Bittini, Chapuisat, il y avait Umberto Barberis qui a joué à Monaco après derrière, et donc beaucoup de joueurs qui avaient aussi une forte personnalité et qui avaient marqué le football suisse par leur adaptabilité au nouveau football professionnel, puisque c'était le début. Et donc, c'était un club très fort, avec une forte identité. Moi, à l'intérieur de ça, j'ai toujours fait comme j'ai fait après par la suite, c'est-à-dire je suis venu, je m'entraînais, je faisais ce que on me demandait de faire, mais j'y mettais beaucoup de volonté, beaucoup d'investissement personnel, beaucoup de sacrifices, hein, et ce qui fait que, inévitablement, les autres joueurs ne pouvaient être que respectueux par rapport à l'investissement que j'y mettais. J'étais pas le jeune qui prenait les autres de haut, etc. Pas du tout. Donc, je suis arrivé très rapidement et très bien reçu par les autres joueurs. Puis après, je me suis imposé au début, très difficile parce qu'on est jeune, hein, et, euh, et donc le club avait besoin de résultats. Et puis après, je me suis imposé tout à fait normalement. Est-ce que tu as habité à Genève ou Du tu tout. continuais? Non, 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 j'habitais dans un petit village au pied du Jura, et donc j'ai jamais habité à Genève. Et quand tu habites dans le petit village, tu habites avec tes parents ou tu habites seul? Non, non, j'habitais avec mes amis. On était une dizaine dans la maison, et puis il y en a qui faisaient le jardin, il y en a qui étaient un peu plus âgés, qui allaient travailler, faisaient des petits boulots à gauche, à droite, etc. C'était la vie en communauté, on va dire. Ouais. Je vois que tu étais footballeur, donc Alors, faut dire les choses telles qu'elles sont. Je contribuais beaucoup au paiement au revenu de la communauté. C'est ça. Bon, enfin, c'était marrant. C'était une bonne période. Et le week-end, tu tondais des moutons ou? Oui, c'est-à-dire que j'avais un de mes amis qui était agriculteur et qui était éleveur aussi, hein, et donc bon, j'allais de temps en temps le voir quand j'avais le temps. Je lui avais dit, je pense que je vais imaginer peut-être faire une école parce qu'il y avait des écoles en France plutôt qu'en Suisse, des écoles où on t'apprenait à la gestion d'une ferme, etc., etc. Et l'élevage, comment est-ce que tu fais, les fromages, comment est-ce que tu fais, à tel point que mon frère a fait un lycée agricole et il était spécialisé dans le lait et le fromage. On va dire ça pouvait être quelque chose. Si ça avait échoué, je pense que ça aurait pu être quelque chose que j'aurais envisagé, quoi. Et tu parlais des jeunes, de ton statut de jeune. Est-ce que tu sens une certaine bienveillance des plus anciens, aux Servettes, ou est-ce qu'il y a des bizutages? Comment? Ah non, il y avait pas de à cette époque-là, les jeunes qui sortaient dans l'équipe première, au Servette, hein, il y en avait très peu parce que le niveau était, c'est pas du tout pour mettre l'accent sur que j'avais quelque chose en plus. C'est pas du tout ça. C'est le club par lui-même avait plutôt vocation d'essayer d'avoir des résultats, parce que les résultats permettaient de faire venir le monde au stade, et puis le monde au stade permettait, dans l'économie du moment, d'avoir des recettes au guichet, de pouvoir aider le club à grandir et à se construire, ce qu'il a fait par la suite. Donc, ce qui fait que moi, quand je suis arrivé, mes qualités fortes, des défauts, bien sûr, et également, mais on me regardait un petit peu. C'était le Français qui venait qui venait pas manger le pain des Suisses. C'est pas ça, mais on me regardait avec plutôt de la bienveillance plutôt que avec de l'agressivité et je pense que de ce côté-là, j'ai été un petit peu pionnier
pour ce club, parce qu'après il y a d'autres joueurs français qui sont venus dans ce club. Farjon. Ben, il y a eu Philippe Farjon également. Il y en a eu un autre qui a été entraîneur, qui a joué à Besançon, je crois. C'était deux frères qui étaient aussi français et qui sont venus après par la suite dans le club. Donc ça a débloqué un certain nombre de freins. Le fait que j'ai déblayé un peu les on-dit, les oui mais les Français, et puis les Français avaient un statut particulier. C'est-à-dire ils n'étaient pas considérés comme étrangers. Donc Ah c'était oui. quand même un atout majeur. Qu'est-ce que tu retiens de ces 3 ans au Servette en tant que joueur et en tant que résultat sportif? On n'a pas été champion, mais on était toujours second ou troisième, etc. Et puis on a gagné, je crois qu'on a dû gagner, je pense une coupe de la Ligue, une coupe suisse, et on a fait une finale de coupe. Et on a joué la Coupe d'Europe, etc. Donc moi j'en garde un souvenir attendrissant parce que c'était les débuts. Et les débuts, quand on tourne une page dans sa vie d'homme, c'est-à-dire on quitte le giron familial et puis on commence à aller dans la vraie vie. Alors vraie vie, je mets encore entre guillemets parce que est-ce que c'est la vraie vie? Je ne crois pas, mais en tout cas une autre vie que ce que j'avais vécu au départ, où je devenais indépendant, etc. Et tous les autres joueurs ont tous eu un peu d'affection particulière pour moi parce que ils me trouvaient, je dirais, original. C'est-à-dire que, par exemple, on se déplaçait, c'est des exemples pour dire on se déplaçait toujours en bus pour à travers la Suisse. Parfois, quand on rentrait le soir, on rentrait tard, et moi, on venait me chercher en minibus. Alors, minibus aménagé, le bus des comment dire, pas des hippies, mais C'est le minibus Volkswagen. ouais, le bus Volkswagen, voilà, exactement, le combi, voilà. Et donc, je venais avec le bus, le combi, et il venait me chercher avec le combi. Et quand ils descendaient du combi, ils avaient des cheveux longs, etc. C'est pour ça que j'ai rigolé tout à l'heure quand toi, t'as dit dans la description que tu as fait de moi, la coupe spéciale avec les cheveux longs derrière, mais parce que c'était un peu issu de tout ça, quoi. C'est-à-dire, Ouais. c'était un peu un clin d'œil avec tout ce que j'avais fait auparavant et qui était en fait une vie un peu de bohème d'un côté, puis une vie ultra qui demandait beaucoup de sérieux, beaucoup de persévérance, beaucoup d'investissement. Et je crois que les deux pouvaient fonctionner. En tout cas, c'est ce que je pensais à cette époque. Ouais. Et donc, au bout d'un moment, 3 ans de Servette, et donc tu pars 1 an au PFC. Je suis parti en 78 au Paris FC, ouais. Mais sous forme de prêt, ce qui est quand même bizarre. Oui. Non? Alors, tout simplement parce que avec le Servette, on jouait tout le temps la Coupe des Alpes. Et la Coupe des Alpes, c'était une coupe, on pourrait penser qu'il tournait autour des Alpes, mais pas du tout. C'était une coupe qui rassemblait des clubs français et des clubs suisses. C'était un peu comme une coupe de préparation d'avant-saison. Et donc, et on a joué contre Bastia, on a joué contre Nîmes, on a joué contre Metz, on a joué contre Nancy, et on jouait contre des clubs français. Et il y avait à Bastia un dirigeant qui, je pense, m'avait pris un peu à la bonne, et il pensait que je pouvais jouer sans problème en tout cas, il avait découvert que j'étais français parce qu'il pensait que j'étais suisse, et il s'était dit, mais viens, est-ce que ça t'intéresserait de venir chez nous à Bastia? Moi, pourquoi pas? C'était pas faire un pas différent dans un autre sens. En plus, dans ma tête, venir en France, ça m'intéressait. Donc, on a essayé de trouver la solution pour venir au Servette. Et à cette époque-là,
quand on signait un contrat dans un club en Suisse, on appartenait à vie au club. Ah. C'est-à-dire que même si j'étais en fin de contrat, j'appartenais toujours aux Servette de Genève. Donc, inévitablement, on était obligé de discuter avec le président Coignet, qui pouvait influencer, et il avait son mot à dire dans un départ ou pas d'un joueur, même si jamais le joueur il était en fin de contrat. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Ouais. Le dirigeant de Bastia me dit viens à Bastia, etc. pour jouer avant-centre, pour jouer devant. Et finalement, les choses n'ont pas pu se faire. Et il me dit, puisqu'il était très proche des frères Zeppelini au Paris FC, est-ce que ça t'intéresserait d'aller au Paris Football Club? J'ai dit, mais il monte, je regarde, ouais, ils viennent de monter, pourquoi pas. Mais pour jouer à quel poste? Parce que je pouvais jouer au milieu de terrain, je pouvais jouer latéral, je pouvais jouer devant, je pouvais jouer dans les couloirs, je pouvais jouer à tous les postes. Et donc, il me dit, pour jouer latéral droit, allons-y. Et à ce moment, tu avais déjà joué latéral droit ou c'était Jamais. Jamais, d'accord. Wow. Donc, je dis, ça n'existe plus. Ouais. Non, ça Et donc, je n'existe plus, dis à Coignet, le président, je lui dis, président, je dis, je pense que pour moi, avec la formation, ça fait maintenant 4 ans, 5 ans que je suis chez vous, j'aimerais bien aller tenter ma chance en France. Et il y a un club il me dit, mais aucun problème. Et il avait demandé une somme d'argent, je sais plus combien c'était à cette époque-là, 200, je crois que c'était 200 ou 250 000 francs suisses pour le transfert. Bien sûr, le Paris FC n'étant pas sûr de se maintenir, puisqu'il débutait la saison, ils ont proposé. on propose en prêt. Allons-y en prêt. Et puis je pars en prêt au Paris Football Club. Et à cette époque-là, c'était les frères Zeppelini. Et après, Lagardère est arrivé. Jean-Luc Lagardère, qui était le propriétaire de Matra et qui était un personnage haut en couleur. Hein. Dans le paysage. Oui, dans le paysage parisien. Et donc, mais qui lui est arrivé beaucoup plus tard. Il est arrivé en septembre, au moment où tout a été déjà fait. Et j'ai fait une saison avec le Paris FC. Et donc là, tu as 20 ans, tu es replacé arrière latéral et tu joues quasiment tous les matchs. Oui, c'est ça, ouais. Et avec il y avait à cette époque-là, au Paris FC, il y avait Jean-Noël Hux, il y avait, qui était un grand joueur français, il y avait Bernard Lèche, il y avait Yves Mario, qui avait été à Bastia. Il y avait beaucoup, Bernard Caron, Jussier, qui étaient des joueurs euh, confirmés. Et malheureusement, on ne se maintient pas. On perd au barrage contre, je sais plus, Valenciennes, je crois, ou Lens, je me souviens plus par rapport à ça. Voilà. Et comment tu te fais à ton nouveau poste d'arrière droit? Et sans problème. D'accord. Sans problème. Avec de la bonne volonté, je me suis parfaitement bien adapté. Et puis, et j'ai bien compris comment est-ce que ça fonctionnait. Alors avec des défauts, hein. Bien sûr, quand on est repositionné, on jouait attaquant et puis on est repositionné latéral, ben on a des défauts, bien sûr, des fautes de position, etc. Mais là aussi, l'entraîneur a été très très bien. C'était Robert Vico. Il a été vraiment attachant et il a parfaitement bien compris les choses. Et puis j'avais des qualités autres, c'est-à-dire j'apportais autre chose aussi de l'autre côté. Donc malheureusement on tombe. Et à cette époque-là, Lagardère, Jean-Luc Lagardère m'avait fait venir dans son bureau à un mois de la fin en disant bon, si on se maintient, on va monter une très grosse équipe parce que lui était, on va dire aussi dans cette mouvance avant-gardiste parce Ouais. que maintenant on y est, mais à cette époque-là ça existait aussi en disant on va essayer de monter un deuxième club à Paris et le Paris FC sera le club qui aura ses racines dans Paris. Malheureusement, le club est tombé. Et tu marques quand même 3 buts durant cette saison, dont un contre Bordeaux. Et est-ce que c'est ça qui te fait te Non. retrouver sur les tablettes des Girondins ou pas du tout?
Mais celui qui en fait me fait venir à Bordeaux, c'est Didier Couikou. Classique. C'est toujours Ouais, Didier. ouais. Et c'est parce que lui aussi était un peu avant-gardiste dans le métier. C'est-à-dire que il y a eu après beaucoup de. D'ailleurs, Bernard Lacombe, quand il est parti à Lyon avec le président de Lyon, il est parti en s'inspirant de ce que Didier Couikou avait fait avec Claude Bess. Donc Didier venait d'arriver et il a appelé mon père en disant voilà, Monsieur Touvenel. Alors je passe parce que j'avais eu beaucoup j'avais même été faire un essai à Nancy un an avant. À cette époque-là, c'était Antoine Redin qui était l'entraîneur. Et Antoine Redin m'avait donc j'étais venu, j'étais resté, je sais pas, 3-4 jours. Et puis il m'avait dit non, finalement, je pense que tu auras beaucoup de mal à être, en tout cas pour jouer dans le championnat français, ce sera très difficile. Donc j'avais dit pas de problème, y a pas de souci. J'étais rentré chez moi. Et quand Didier Couikou m'appelle et il me dit mais est-ce que on est intéressé, mais faut que tu viennes faire un essai. Et là je lui ai dit mais aucun problème. Parce que j'avais ça en moi, c'est-à-dire je crois en mes capacités, je croyais également en mes capacités à ce moment-là footballistiques et je lui ai dit ben j'arrive. J'ai pris l'avion, je suis arrivé, je suis resté. À cette époque-là, c'était Luis Carneglia qui était un entraîneur, qui a été entraîneur du Real Madrid, etc., hein, qui a été grand joueur. Et donc, je fais un essai. Au départ, je devais rester 15 jours. Et au bout de 3 jours, Didier il me fait venir. Il me dit, bon, on va te proposer, tu restes, hein, il n'y a aucun problème. On a vu avec ton président, on est tombé d'accord, on va payer l'indemnité qu'il demande. Je crois que c'était 250 000 francs suisses de l'époque. Et donc, et on te fait signer un contrat de 3 ans et bla. Et tu avais un agent à l'époque? Ça n'existait pas. Ouais. Donc tu négocies tout seul alors que tu as quoi? Tu as 20 ans à peu près à ce moment-là? Ouais, j'ai 20 ans. Il m'aurait dit, on te donne 2 figues et 2. Et un sandwich? Ben oui. Ouais. Et un mouton. Hop, c'est parti. Mais à cette époque-là, tu n'es pas dans cette configuration. Ouais. Tu es dans une configuration où il y a une autre opportunité. Je gagnais mieux ma vie qu'au Servette. Pour moi, c'était une progression. J'étais pas du tout dans et à cette époque-là, on n'était pas du tout dans la surenchère. On était content de pouvoir vivre de ce sport, de son sport. Et ça, c'est bon, le problème des agents est arrivé après en 84, 85, où il y a eu des agents importants comme les Basilevich, qui était un avec Barin, un des agents importants qui a créé qui a inventé le métier d'agent. Mais à cette époque-là, ça n'existait pas. Et comment ça se fait que tu penses que Bordeaux te demande quand même de faire un essai? Ben, je pense qu'ils ont dû entendre parler de Jean-Christophe Touvenel. Oui, il doit avoir des qualités, mais c'est un hurluberlu, quoi. Ouais. C'est Un éleveur de chèvres. voilà, un éleveur de chèvres. Voilà, c'est le terme. C'est un éleveur de chèvres. Donc, est-ce que ça peut coïncider avec et après j'en ai discuté avec Didier et c'était ça. C'était les bruits qu'il avait entendus faisaient qu'il y avait un petit doute. Mais Ah, quand il d'accord. m'a vu et en discutant avec moi, de suite, il m'a dit bon. Et puis après, j'avais quand même des qualités fortes, hein, des qualités de base, qu'il y avait certainement quelque chose à faire puisqu'il cherchait un joueur un peu polyvalent à l'époque. Dans la communauté, il y a eu un vote sur le fait que tu aies le droit de partir ou comment ça s'est passé? Et oui, parce qu'à Paris, je suis parti avec. j'ai- à Paris, je suis parti avec un certain nombre de mes copains qui ont décidé de venir avec moi. Et à Bordeaux, j'ai fait une sélection et on est parti à plusieurs. Mais effectivement, j'en ai parlé avec eux puisque bon, quand je suis revenu à Genève, j'ai retrouvé ma maison, etc., etc. Et puis on a discuté un peu de qu'est-ce qu'on pouvait faire et quel était l'avenir.
Ouais, Et de la communauté. voilà. Et je dis pas que ça a été mis au vote, mais on en a un petit peu discuté. Et puis quand les choses se sont confirmées, j'ai dit bon, je dis pas qu'ils m'aiment me suivre parce que c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, mais il y en a qui sont venus avec moi, il y en a d'autres qui sont restés à Genève, et puis d'autres qui sont partis en Italie. Enfin bon, D'accord. c'est comme ça que ça Mais s'est. alors, ce qui est intéressant, c'est que Bordeaux, c'est le club qui a l'image d'un club très bourgeois, très provincial. Comment tu concilies ça avec ta philosophie de l'époque qui était très collectiviste? Mais au moment où Bordeaux, alors j'ai eu des clubs, il y a eu pas, bon, il y avait le Paris FC qui aurait bien aimé que je reste avec eux, etc. Il y a eu Marseille, il y a eu Monaco, il y a eu d'autres clubs qui se sont intéressés. Et puis quand Didier m'a appelé, sa manière de présenter les choses m'a parlé de suite. Et à cette époque-là, je ne connaissais pas l'histoire de la ville. Ouais. Je connaissais un peu Chabandelmas, oui, bien sûr, mais j'avais une histoire un peu vague. Donc, lorsque j'ai rencontré Didier avec sa mèche sur le côté, etc., ça m'a fait sourire. Le projet qu'il mettait en place, c'était quelque chose qui me parlait, et surtout qui a été l'élément déclencheur. Il y avait beaucoup de dirigeants autour, et Claude Bèze était un élément fort. Il n'était pas président à cette époque-là, je crois de mémoire, mais il était autour, et il avait un gros impact, une forte personnalité. Et puis quand il présentait les choses, même si beaucoup ont dit qu'il bégayait quand c'était lié à la tendresse, au sentiment, etc. Mais quand on parlait d'affaires, il bégayait pas du tout. Il était d'une clarté absolue, et donc ça m'a parlé, ça m'a vraiment. Mais tu voyais Bordeaux comme une montée en gamme en termes d'expérience Par rapport sportive? aux Parce Servette, que ouais, parce que le Servette finalement a été beaucoup plus alors Bordeaux avant que tu arrives, c'est un titre de champion et une coupe de France, donc c'est pas non plus le Bordeaux qu'on connaît maintenant. Enfin, qu'on te connaissait il y a, on va dire, il y a 10 ans plutôt. Donc tu vois ça comme un challenge sportif d'aller à Bordeaux ou c'est le changement de championnat? je pense que c'est un peu tout. Il y a eu couper définitivement le cordon ombilical avec une vie passée. Alors une vie passée, une tranche de vie où on se dit bon ben maintenant on tourne la page et puis on va essayer de faire autre chose différemment. Et puis la manière de présenter les choses, pas de Carniglia, hein, parce que Carniglia parlait un français imparfait, on va dire, et donc lui, il s'occupait que de la partie sportive. Et la seule discussion que j'ai eue avec lui, c'est quand j'ai été amené à décider, oui ou non, puisque eux avaient décidé, et après c'était à moi de dire est-ce que ça t'intéresse ou pas. Carneglia était venu, m'avait dit oui, avec un fort accent argentin, mais tu vas voir, tu sais très bien à Bordeaux, et tu vas venir et tu verras, je vais t'aider moi. Enfin, et il avait des mots qui étaient simples, mais qui étaient remplis d'affection. Et ça, je pense que ça a beaucoup joué également sur le choix. Donc j'ai décidé, on tourne la page, on met une page blanche, et puis on repart à zéro et on verra. Et là, commence une épopée, hein, avec Bordeaux, puisque tu vas jouer plus de 12 années, 12 saisons avec le club girondin. C'est énorme, et tu vas être un des maillons forts justement pour construire ce que disait Michel, c'est-à-dire le vrai palmarès de Bordeaux, avec une équipe qui reste mythique pour beaucoup de Français. C'est quoi les éléments qui expliquent ce succès d'après toi? Je pense que c'est déjà au départ, le président Bèze et Didier Kouékou ont été les 2 maillons, les 2 pionniers dans le genre, puisqu'il y avait aucun club qui avait fonctionné comme ça. Il y a eu Saint-Étienne pendant une période, mais qui fonctionnait pas exactement comme ça, puisque là, il y avait un président fort et un directeur sportif qui choisissait les entraîneurs, l'entraîneur, et qui lui choisissait les joueurs.
Et lui, il a, je pense, fait une sélection de joueurs en s'appuyant bien sûr sur le Jacques Chaban-Delmas qui a cautionné le projet. Et lui, il a choisi d'abord des joueurs avec une mentalité forte, avec des qualités de base qui étaient basées sur la fidélité, sur l'investissement, sur la persévérance, sur des joueurs accrocheurs avec une vraie personnalité, on va dire. Et je pense que tous les joueurs qui ont été recrutés par la suite, la preuve en a été, puisque bon, ça a commencé par, lorsque Carneglia est parti, par Raymond Goethals, qui est arrivé à cette époque-là, je crois que ça devait être 79-80, cette époque-là, où Raymond Goethals est arrivé et resté 1 an pour remettre le club. Et lui était très proche de Didier Kouékou, et lui, il a donné des idées fortes aussi à Didier, qui était un peu pionnier mais novice dans le métier, et il l'a aidé considérablement à comprendre comment ça fonctionnait. Et puis tous les choix qui ont été faits après derrière, les choix avaient la même ligne directrice, c'est-à-dire des gens comme Aimé Jacquet qui avaient une forte personnalité, qui avaient des vraies convictions, mais des convictions pas aveugles, c'est-à-dire des convictions qui étaient basées aussi sur le dialogue avec les autres, en tenant compte de ce que les autres pouvaient dire. Et ça, je pense que c'est ce qui a habité le club, les débuts du club, c'est-à-dire 4 personnages clés qui ont été Claude Bèze, Didier, Raymond Goethals, qui a été au début de l'histoire également, et puis l'arrivée d'Aimé Jacquet, qui était jeune entraîneur aussi, et qui arrivait avec ses convictions, sa manière, et puis aussi son expérience, son vécu à Saint-Étienne et à Lyon, qui a été la base du club. Ce qui est impressionnant quand on regarde cette équipe bordelaise au début des années 80, c'est cette progression patiente et constante. C'est-à-dire vous êtes 9e, ensuite 4e, ensuite 3e, vous terminez 2 fois 2e et finalement vous terminez enfin 1er. Vous gagnez, je crois que Monaco est 2e en 84, à égalité de points, mais vous remportez le championnat. Et comment toi qui as vécu vraiment toute cette transition, qu'est-ce qui fait à ton avis qu'il y a eu un déclic qui fait que cette équipe qui était souvent placée jamais gagnante se transforme et devient cette machine de guerre, cette espèce de dream team qui gagne tout sur son passage pendant 4-5 ans? Ben, je pense que Didier et Aimé, ils avaient les coups des franches pour recruter les joueurs. La première année, ils ont mis sur une feuille blanche une équipe et un système de jeu qu'ils imaginaient, et avec des noms, les joueurs qu'ils auraient aimé avoir. Voilà. Et puis à côté, ils ont certainement, c'est pas certainement, mais je suis pratiquement persuadé qu'ils ont mis l'équipe qu'ils avaient, et au fur et à mesure, ils ont rajouté les joueurs qui correspondaient aux qualités fortes qu'ils voulaient mettre en avant. Et c'est d'ailleurs pour ça que les premières années, il y a eu beaucoup de joueurs de Strasbourg qui sont arrivés. Pourquoi Strasbourg? Parce que Strasbourg avait été champion, et l'entraîneur à Strasbourg était Gilbert Gress. Et donc, il y avait une forme de professionnalisme dans l'approche qui était indispensable pour avoir des résultats au haut niveau. Et je Une pense rigueur aussi, une énorme Pardon? rigueur. Une énorme rigueur, Ah oui, ah oui, grosse oui. rigueur. Oui, oui. Donc, ils ont fait venir Albert Gemrich, qui avait une forte personnalité également, Gérard Soler, Raymond Domenech, Specht. Léonard Specht, qui a été, on va dire un peu, je dis un peu dans le même moule que moi, parce que c'était le même profil un peu de joueurs sur qui on pouvait compter, et qui, quoi qu'il arrive, difficile à déstabiliser, et une vie de famille à côté. Bon, même si moi j'ai eu cette partie moment de la vie qui était un peu différente, mais ça fait aussi partie du folklore, on va dire. Et donc je pense qu'au fur et à mesure des années, par rapport à l'équipe qu'ils avaient construite, ils ont enlevé les joueurs qui étaient soit en fin de cycle,
ou soit correspondait pas véritablement avec parce que Aimé Jacquet, ce qu'il aimait, c'était les joueurs qui avaient, j'ai souvent parlé de persévérance, mais des joueurs qui étaient fiables sur la distance. C'est-à-dire pas des joueurs sur qui on dit il a fait un match fantastique et le week-end d'après il disparaissait parce que et le week-end d'après il était de nouveau meilleur, le week-end d'après un peu moins bien, non, La il, constance. il aimait les joueurs qui étaient Constance. toujours Ouais. au même niveau. Tu savais que quand tu les mettais dans cette équipe, tu savais que lui, il y a aucun problème. Léonas Ferch, aucun problème. Patrick Battiston, on cherche pas à comprendre, ça fonctionne. Le René Girard, ça fonctionne. Thierry Tussaud, ça fonctionne. Jean Tigana, n'en parlons pas. Des gens fiables. Et je pense que le point de départ, il est là. Et c'est de construire une équipe avec des joueurs fiables sur la distance. Et au fur et à mesure, rajouter des joueurs qui pouvaient apporter, comme ça a été fait dans le temps, un peu de folie, c'est-à-dire on va chercher Fernando Chalana, des joueurs différents. Comme le cadre était ultra fiable, ben les joueurs ils étaient obligés de se mettre au diapason des autres parce que le groupe était fiable, parce que le groupe était travailleur, parce que le groupe était sérieux, parce que le groupe était il y avait une ambiance un peu familiale et où chacun respectait l'autre malgré parfois ses différences, quelles que soient les différences que l'on pouvait avoir, on se retrouvait sur le terrain, on était tous ensemble pour participer à la construction du projet. Moi, ce que je vais retenir de ce que tu as dit, c'est que Bordeaux est devenu une grande équipe grâce à Strasbourg. En gros, c'est ça. Je Je dis pense ça que parce que je suis strasbourgeois, hein, oui, je oui, précise. oui, mais je pense que ils se sont inspirés, pas que de Strasbourg, je pense que Aimé s'est inspiré de Saint-Étienne Saint-Étienne, ouais. également, mais il avait un projet très, très clair dans la tête, c'était de dire, je construis mon équipe et puis après, au fur et à mesure, eh ben, même si parfois je vais prendre un joueur qui est moins talentueux, on pense, mais par contre, je sais que le joueur, il va faire 35 matchs dans la saison, il est là et on peut compter sur lui. Alors après, on peut avoir des regrets et dire, par exemple, Alain Giresse, qui est un joueur exceptionnel, ça aurait été bien qu'il ait 4-5 ans de moins. C'est-à-dire au moment où cette équipe a été construite, s'il y avait eu 4-5 ans de moins, ben, t'aurais gagné la Coupe d'Europe, t'aurais été extraordinaire, même si tu l'as été, mais t'aurais gagné beaucoup plus parce qu'à un moment donné, t'es atteint par la limite d'âge et puis ces joueurs-là arrivent en fin de cycle et sont obligés de s'en aller et puis on est obligé de repenser un nouveau cycle, même si ce cycle a duré 6-7 ans. Des 3 titres de champion de Bordeaux, c'est lequel pour toi le plus mémorable? Pour moi, le plus beau, c'est celui de là où on fait le doublé, je crois que c'est 86-87, où on fait le doublé. Le plus beau, pour moi, c'est celui-là, celui où on fait 86-87 champion, on gagne la coupe, et puis on va en demi-finale de Coupe d'Europe et on perd contre Leipzig. Pour moi, c'est le plus beau, celui-là. Mais le plus attachant, celui qui me fait rappeler, qui me remplit de souvenirs, etc., c'est celui de 84-85. Ah 84, le deuxième. Le deuxième alors. Le Oui, deuxième. D'accord. oui. Où on a l'équipe avec Dieter Müller, Bernard Lacombe, Gigi, Giresse, Girard, Thierry Tussaud, Baptiste, Léonard Specht. Celui-là, c'est celui qui affectivement me marque le plus, mais celui qui est le plus fort, on va dire, compte tenu de l'environnement, compte tenu de tout, c'est celui où on a été exceptionnel toute la saison. Et D'accord. malheureusement, c'est la saison où Gigi il est parti. C'est pour ça que j'ai dit c'est malheureux. C'est malheureux parce que si on avait eu Gigi, alors, si avec c'est les cycles qui sont comme ça, Gigi avec 4 ans de moins, Bernard Lacombe avec 3-4 ans de moins,
tu les as, mais tu casses tout, quoi. À la Ouais. saison parfaite, en fait. C'était presque la saison parfaite. Voilà. Ben oui, parce que faire un doublé et puis tu aurais pu aller en finale, coupe d'Europe et je pense que tu peux la gagner, si tu y vas. C'est rare, hein, de faire, un triplé, dans une même saison. C'est Mais rarissime. surtout à l'époque où les équipes françaises n'allaient pas très loin en Coupe d'Europe. Ouais, et puis surtout parce que, tu avais de fortes chances d'aller jouer en Europe de l'Est et où en Europe de l'Est, les Les règles conditions les conditions de n'étaient jeu pas étaient les mêmes, qu'en Europe de l'Ouest. Alors ouais, on entend ça de beaucoup de joueurs. Est-ce que tu peux donner des détails, hein, au-delà de la surveillance, au-delà des bus, qui étaient surchauffés ou ce genre de choses? C'était quoi les anecdotes qui t'ont marqué lors de ces voyages, en Europe de l'Est communiste? Moi, en tant que pas agriculteur, qu'aurait aimé être agriculteur. Non, mais en tant qu'ancien trotskiste, parce que je crois qu'il y a dans Oui, une interview de l'époque, tu te qualifiais comme ancien trotskiste. voilà. Heu, je me dis, c'est quand tu vas quand tu passes le mur, parce qu'à cette Mmh. époque-là, tu passais le mur, hein, Ouais. faut dire la réalité, hein. Tu avais un vrai choc. Mmh. C'est-à-dire, tu avais 2 cultures, différentes et tu avais, 2 mondes différents et moi, j'ai une partie de ma famille qui était plutôt, côté, gauche, très gauche, on va dire. Quand je suis revenu, de là-bas, que je leur ai expliqué comment ça fonctionnait, ils m'ont dit: «Mais oui, mais parce que toi, tu nous aimes pas, c'est pour ça que tu es comme ça». Non, je oui, Super argument, ouais. oui, non, je suis à cette époque-là, on pouvait pas passer difficile de passer le mur et d'aller là-bas, comme nous, on y est allé en visiteur et encadré, hein, ça c'est vrai, Ouais. mais comme visiteur quand même et c'était le un autre monde. Alors un autre monde parce que la vie des gens, c'était un autre monde et puis aussi parce que, le monde du sport, il n'était pas géré de la même manière que le nôtre était géré puisque, la majorité des joueurs de haut niveau, là-bas étaient, souvent, affiliés à l'armée, hein, directement, ce qui fait qu'ils quand ils jouaient dans leur club, souvent les clubs, c'était des clubs de l'armée, donc dans le cas, par exemple, des dynamos, des locomotives et cetera. Donc il y avait une connotation forte et les joueurs avaient une très, très grosse, pression sur leurs épaules et c'était même parfois plus qu'une pression, il pouvait y avoir des menaces pour eux, hein, je parle pour eux, ou en tout cas, oui, menace, c'est peut-être un peu fort le terme, mais on leur faisait comprendre que ce serait mieux que ça se passe bien. Par contre, quand eux venaient en Europe de l'Ouest, ils étaient, dans un autre monde, ils Ouais. avaient les yeux comme ça et la preuve en est quand les frères, Vujovic sont, venus, puisqu'ils étaient en Europe de Ouais, l'Est, ouais. on va dire, Yougoslavie, ouais. Yougoslavie, ex-Yougoslavie, quand ils sont arrivés, ici et ils étaient impressionnés par les grandes surfaces où il y avait tout à profusion et ils avaient plutôt tendance à en se disant: «Peut-être qu'il va y avoir, une récession, donc on va charger les caddies et on met tout à la maison au cas où il y a un Ouais. problème. On sait qu'on pourra, heu, Manger, survivre en tout cas. Ouais. survivre. Pas Ben, vivre, mais survivre» et donc quand on allait là-bas, ben nous on était dans un autre monde, hein, et c'était la vérité. Or, je sais que vous avez eu Léonard, vous avez eu, Mmh. qui vous ont On a eu parlé. René Girard, Oui, on enfin a voilà, eu ça Alain Roche, Giresse, ouais, on a eu pas voilà mal de donc piliers de l'équipe de l'époque, ouais. voilà donc moi le souvenir que j'en ai alors je faisais chambre avec, Jean Tigana Ouais, et donc on était tous les 2 tout le temps ensemble et quand on est allé la première fois à Dniepopetrovsk, heu heu, 85 ou quelque chose comme ça, eh bien, on a eu un périple, digne des aventures de Tintin. Quand on est arrivé là-bas, on est descendu du bus. C'est un périple monstrueux, le train, le ci, le là. Enfin bon, c'était. Eh bien, ils avaient jamais vu de noir. Ah et tu étais avec, Jean, donc Oui, ça on est, leur a on est, suffi.
on descend le bus et les gens, ça j'ai vécu ça il y a il y a 15 ans en Afrique du Sud, quand j'ai traversé l'Afrique du Sud en voiture, et dans des régions où on venait pour nous toucher, pour voir, mais le blanc, ça existe. Et ben là, Jean Tigana, le noir, ça existe. Ah, Et là, on s'est regardé avec Jean, on a dit, mais effectivement, c'était 85, c'était 84, 85, c'était le tout début. Et on a touché du doigt la différence qu'il y La avait. différence, ouais, c'est l'Europe, mais ça reste quand même très différent en termes Voilà, voilà. de connaissances. Et les joueurs, les joueurs étaient ultra respectueux vis-à-vis de nous, même si on les a parfois soupçonnés, je pense à tort, de qu'il y avait des aménagements qui avaient été faits pour eux pour avoir plus de force, courir plus longtemps. Ils devaient donc, leur donner cet aménagement, tu veux dire du dopage, hein? les épinards dans Popeye, et les Ouais, épinards, ils devaient leur donner les ouais. épinards pour ça. Vous sentiez sur le terrain vraiment que leur performance était un peu améliorée, on va dire? En tout cas, on avait le sentiment, Ouais, on avait ce sentiment-là. Mais c'était pas une raison majeure. C'est un peu comme quand beaucoup de gens parlent de Pogacar et disent ouais. Pogacar ci, Pogacar ça. Hey, mais il passe les tests, il passe tout. Et moi, je fais du vélo, je sais la complexité de faire du vélo. Et Pogacar, il a les jambes, hein, le gars, il est là, et vous pouvez tous parler, mais il y a rien. Et ben là, c'est un peu la même chose. C'était un sentiment qu'ils étaient vraiment très bien préparés et très forts physiquement, où la solution de facilité pour nous, c'était peut-être de dire ah, c'est difficile d'être aussi fort physiquement, peut-être qu'il y a autre chose. Ça ne veut pas dire qu'ils le faisaient, hein, mais Mmh. on Non, mais enfin, avait. on a quand même su après coup qu'il y avait tout un dopage, d'État, enfin quand même beaucoup d'athlètes, d'Allemagne de l'Est, entre guillemets, qui sont morts assez tôt, enfin C'est c'est ça. triste. Bon, après, il y a eu beaucoup de choses en tout cas, beaucoup de suspicions là-dessus. Mais D'accord. on était fréquemment obligés de rencontrer. On a rencontré, par exemple, Steaua Bucarest. Steaua Bucarest, juste avant, je crois que c'était pas très longtemps avant que le mur Ceausescu, ne ouais. tombe, et puis que Ceausescu tombe également. Moi, j'ai des amis là-bas qui m'ont raconté un peu beaucoup de choses là-dessus. Alors, au départ, on pense que c'est que des mots. Mmh Et mh. puis après, l'histoire, elle fait que on se dit: «Mon Dieu, ah oui, je me souviens effectivement là, il y avait plus que de la suspicion, quoi». Et ce qu'on avait aussi entendu de pas mal de joueurs, c'est qu'à la fin des matchs contre les équipes de l'Est, quand vous jouiez là-bas, ils vous demandaient souvent de leur donner votre équipement, Oui, c'est notamment ça. les buts et cetera. Tu te souviens de ça? Ah oui, 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 bien sûr. Bah oui, parce que le fait d'être sportif de haut niveau pour eux, ça leur permettait d'accéder à un rang et d'avoir accès à des choses que les autres n'avaient pas, hein, que le public, les gens normaux, hein, n'avaient pas. Mmh. Ouais. Et en plus, ils étaient militaires. Donc, Ouais. ils avaient accès à du logement. Après, moi, j'ai su, hein, parce que je suis très ami avec un, un Russe. Et après, il m'a expliqué le Le fonctionnement. fonctionnement. Il travaillait dans un club, un très gros club russe. Et donc, m'a expliqué comment est-ce que ça fonctionnait. C'était ça. C'était un accès au confort. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des tickets de rationnement. Et ben, il y avait accès à ces tickets de rationnement. On va dire où nous, on revenait, on passait le mur, on faisait le mur, c'est le cas de le dire. Ouais. Puis en redescendant de l'autre côté, on se disait: «Mais on est les rois du monde. Ouais. Mmh. On n'a pas le droit de se plaindre. On n'a pas le droit de remettre en question». Alors, tu remettais quand même en question parce que ça fait partie de ta manière de fonctionner, mais heu, en allant là-bas, ça te faisait une piqûre de rappel où il y a des gens pour qui la vie est dure.
Et alors, juste plus qu'on parle d'idéologie, de politique, tout ça, à quel moment toi, alors peut-être que tu les as pas infléchis, mais à quel moment tes convictions, très, collectivistes et comme je dis, j'avais oublié de le noter, mais je crois que dans une interview quand tu jouais au Paris Football Club, tu disais justement que tu avais des convictions trotskistes et cetera. À quel moment est-ce que ces convictions évoluent un petit peu ou est-ce qu'elles évoluent d'ailleurs? Je sais pas, peut-être que tu es toujours, Ah non, mmh, c'est-à-dire à un moment donné, tu, quand tu reçois ta première feuille d'imposition, ça t'oblige à réfléchir également. Et puis, quand en 82, il y a eu l'élection, de François Mitterrand et mmh que, il a décidé de mettre une imposition exceptionnelle à 75. l'ISF, ouais. Ouais, ça te change un peu la vision des choses. D'accord, Voilà. Donc, je pense que c'est là, oui, où tu réfléchis et tu penses que d'accord. il y a peut-être une autre manière de voir les choses. Et donc, pour revenir, justement sur cette épopée, à un moment donné, tes bons résultats en club te donnent l'opportunité d'être sélectionné en équipe de France. Comment ça se passe justement, cette arrivée en équipe de France? Quels sont tes souvenirs sur le sujet? Alors, moi, je pense que je suis un joueur de club. C'est-à-dire, bon, j'étais en équipe nationale. En 84, quand on est champion olympique, on n'a pas l'impression d'être dans une sélection nationale, on a l'impression d'être dans un club. Je dis pas le club des touristes parce qu'on n'était pas touristes du tout, mais c'était la gestion de l'équipe olympique était plus une gestion comme la gestion d'un club, Mmh. avec un entraîneur de club qui te confie les clés du camion, il t'explique comment ça fonctionne. Alors là, attention, les vitesses, tu les passes comme ça, le frein, il est là, l'embrayage, il est là. Je te laisse la caisse à outils à côté et je te donne les indications pour les outils parce que c'était comme ça. Et donc, par rapport aux outils que tu as, voilà ce qu'on peut faire et on va essayer d'arriver le plus haut possible. Mais ça me correspondait parfaitement bien et j'étais parfaitement à l'aise. Là où chaque fois que je suis allé en équipe de France A, ça, je ne l'ai pas retrouvé. Donc, il y avait 2 options. Je fonctionne comme un je suis plus à l'aise dans une équipe de club que dans une équipe nationale. Donc, le fait de ne pas aller avec l'équipe de France A, ça ne m'a jamais pénalisé. Donc, quand on est champion olympique et que à la fin des Jeux, Henri Michel vient me voir et me dit écoute, tu as fait des jeux fantastiques parce que des bons jeux, on va dire, des jeux. Moi, je compte sur toi pour l'équipe nationale A. Logiquement, c'est moi qui reprends la suite, donc je ferai appel à toi. Je dis, mais Henri, merci de ta confiance. À bientôt. Il peut se passer encore beaucoup de choses et à l'année prochaine. Et la preuve en est, puisque j'ai pas été au Mexique en 86, à tel point que ça m'a posé aucun problème, hein, à tel point que je suis parti en vacances en stop avec En un de stop? mes amis qui s'appelle Gilles Estet, qui est un journaliste, qui était journaliste, qui a travaillé à Canal après, etc. On est partis les deux en stop, alors pas en stop au Brésil, hein, mais on est parti en avion aux États-Unis et puis après on a pris les bus, etc. jusqu'au Mexique et on est allé voir des matchs Ah, vous de êtes arrivé l'équipe quand de même France. avant le début de la compétition, d'accord. Oui, voilà, D'accord. à tel point pour dire que c'était pas une fin en soi, tout simplement. Un, parce que je suis un joueur de club et deux, parce que l'équipe de France n'était pas une finalité pour moi et trois, parce que en club, j'avais tout. On était Ouais. champion, on jouait la Coupe d'Europe, on était une grosse équipe et j'avais tout ce que le haut niveau pouvait m'apporter.
Alors, il y en a qui diront: «Ouais, mais quand même, l'équipe de France», oui, c'est vrai, mais je suis un joueur de club. Je ne suis Mais alors quand tu dis que tu es un joueur de club, parce que c'est marrant que tu dis ça parce que ça ressemble énormément à ce que disaient les joueurs de Saint-Étienne dans les années 70. Ils disaient: «À Saint-Étienne, on avait tout, on gagnait plein de matchs, on avait des titres et cetera. L'équipe de France m'intéressait moins». Mais l'équipe de France à leur époque était horrible. Alors que là, toi, tu arrives dans une équipe de enfin, tu arriverais dans une magnifique équipe de France et c'est vrai que la concurrence est très rude au poste de latéral puisque tu as les Amoros, tu as les Ayache, tu as les Janvion, Bossis quand il joue, oui. latéral, qu'il est pas encore au centre, enfin qu'il est pas recentré, mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que tu es un joueur de club? Parce que parce que je suis lucide, parce que moi, j'avais besoin de, on va dire, quand j'étais à Bordeaux, un environnement qui était, fantastique, où je m'épanouissais, à 100. Et puis, passer le cap pour jouer en équipe nationale, je pense qu'il y avait, meilleur que moi et je faisais un constat comme un entraîneur pourrait le faire. Il y a meilleur que moi, je vais pas essayer d'espérer, quelque chose, que je ne pourrai jamais avoir parce que je crois pas que les saucissons poussent dans les arbres. Donc, Mmh. j'ai été très clair, j'ai dit: «Bon, l'équipe nationale, si on m'appelle, j'y suis allé, en étant, 100 investi pour dire: "Je vais essayer de m'imposer, je vais ci, je vais ça et puis je vais faire les compromis qu'il faut"». Non, je suis jamais parti dans cet état d'esprit-là. J'ai dit, je suis champion olympique, c'est fantastique. En club, je gagne tout. Je joue le titre, je joue l'Europe, on va partout en Europe, on a fait enfin, on a été partout, avec le club. Ça me comblait, ça me comblait. J'avais pas besoin forcément d'autre chose. Donc quand je suis allé au Mexique les voir et que j'étais dans les tribunes avec, Gilles Lestet, on était les 2 dans les tribunes et qu'on rigolait parce que, le parcours qu'on avait fait était, marginal, on va dire, Ouais. le et bien, ça me comblait parfaitement bien et je suis rentré, du Mexique. J'ai recommencé à m'entraîner, alors à jouer et puis j'ai été rappelé après quand il y a eu Henri Michel, mais j'avais pas le pareil, toujours pas la même conviction et le même investissement personnel parce que je suis un homme de club et pas du tout un joueur de niveau, international. Et c'est marrant que tu dis ça parce que, alors Guillaume, dis-moi si tu es pas d'accord, mais moi j'ai l'impression que tu te limitais quand même parce que j'avais alors effectivement un Moreau c'était peut-être, intouchable, mais un William Ayache ou un Thierry Tussaud, un Michel Bibard, est-ce que tu penses vraiment qu'ils étaient meilleurs que toi? À Thierry Tussaud, oui. À Thierry Tussaud, c'est bah, vous avez qu'à juste regarder le palmarès de Thierry Tussaud. Le palmarès, je vous incite à regarder le palmarès de Thierry Tussaud. Je pense qu'en France, il y a aucun joueur qui a le palmarès de Thierry Tussaud. Personne. Il a été champion avec Nantes, il a tout gagné, enfin, absolument, extraordinaire. Et après, Michel Bibard et William Ayache, oui, Michel Bibard, pendant les Jeux, il est sur le banc et c'est moi qui joue. Et William Ayache, il joue arrière gauche à cette époque-là, il jouait arrière gauche. Et après, à suivre, ça n'a rien à voir avec eux. Jouer en équipe nationale, être en équipe nationale, c'est un autre état d'esprit. Ouais. Et je n'avais pas cet état d'esprit, là. C'est comme ça, c'est pas une tare, c'est un constat, Ouais, non, sans non, mais aucun j'essaie juste de comprendre. Je c'est parce que j'ai été appelé, j'y suis allé, c'était pas, le cadre qui correspondait à ce ton que épanouissement, ouais. voilà, voilà, c'est tout, ça va pas plus loin. J'ai D'accord. été, Hidalgo m'a appelé, Henri Michel m'a appelé, Platini aussi? Michel Platini m'a appelé. Je pense que Gérard Rouillet, je sais même pas si, il m'a pas appelé une fois, mais tout le monde m'a appelé. Ouais. «Bonjour, comment ça va?» Je prends le maillot, le survêtement et tout. Et ça tombe bien parce que, il y avait l'avant-centre de l'équipe du Torpedo Moscou qui m'avait demandé le maillot de l'équipe de France et ben, je le lui donnerai pour lui faire, plaisir et ça n'allait pas plus loin. Alors, est-ce que c'est un manque d'ambition? Absolument pas, parce que en club, j'ai montré que
Et quand j'étais avec l'équipe de France olympique, j'ai montré que non, parce que j'ai fait tous les matchs de l'équipe olympique, tous, sauf la finale. Sauf la finale, ouais. Voilà. Mais donc On autrement, va y revenir, hein, t'inquiète pas, on va en parler. ouais, non, ne t'inquiète pas. Et je dis que sauf la finale, donc je pense que je suis un joueur de club et un bon joueur de club qui tient la route, sur qui on peut compter. Et quand l'entraîneur il fait sa composition d'équipe, il sait bon, tiens, au poste là arrière droit, non, mais là de toute façon il y a pas de problème. Lui il tient la route, on sait que ça fonctionne. Mais ça ne fonctionne pas pour l'équipe nationale, parce que pour l'équipe nationale hein, je pense qu'il faut autre chose. Et ça, je ne l'avais pas. Tout Et ça. alors, ce quelque chose, je suis désolé d'insister, hein, mais j'essaie vraiment de comprendre. Ce quelque chose, c'était quoi que tu n'avais pas? J'ai aucune idée. Je pense que j'étais pas le joueur suffisamment complet pour pouvoir. Je prends le cas par exemple de Thierry Tussaud. Pour moi, c'est certainement le joueur français le plus mésestimé quand on regarde déjà le palmarès. Et moi, je l'ai côtoyé à l'entraînement. Je sais qui il est, je sais comment il fonctionne. Joueur absolument extraordinaire. Avec tout, il avait la vitesse, il avait le sens du jeu, il avait la qualité de passe, la qualité de centre, il pouvait jouer au milieu. C'est vraiment un joueur complet qu'un entraîneur va rechercher par l'assemblage de toutes ces qualités. C'était vraiment le joueur de haut niveau. Il représente le joueur de haut niveau. Moi, je représente le joueur de haut niveau et les joueurs parfaits également pour un entraîneur, mais pas pour une équipe nationale. D'accord. OK. OK, je vais arrêter de J'ai des creuser. lacunes, donc ces lacunes-là font que c'est pas suffisamment complet pour jouer au haut niveau. Voilà. Haut niveau, je parle de l'équipe de France pour jouer la finale de la Coupe du monde, etc., etc. Je parle pas Ah pour ouais. jouer là, c'est une Alors parce que William Ayache disait que lui, il pensait qu'il avait des lacunes parce il avait pas un jeu offensif aussi bon qu'il aurait voulu, parce que lui, il a vraiment joué défenseur quasiment toute sa carrière. Alors que toi, qui as commencé comme attaquant, tu avais quand même un peu les deux. Ah oui, 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 non mais un joueur de haut niveau, ce n'est pas que l'addition de qualité et la soustraction de défauts. Mmh. À un moment donné, il y a aussi, et d'ailleurs dans les staffs au jour d'aujourd'hui, qui se sont beaucoup étoffés, hein, entre ce que nous il y avait entre Aimé Jacquet, je prends le cas de Bordeaux, Aimé Jacquet et Bernard Michelena, qui étaient les deux pierres angulaires de toute la partie sportive. Maintenant, dans les clubs professionnels, les staffs, c'est 8 ou 9 entraîneurs. Et il y a l'entraîneur des gardiens, il y a l'entraîneur des attaquants, il y a les 3 médecins, il y a les 3 kinés, et il y a l'entraîneur de la performance, c'est-à-dire celui qui est là et qui est un peu comme un psy, hein, on va dire quelque part, qui te fait toucher du doigt peut-être les lacunes que tu peux avoir, qui sont pas forcément des lacunes techniques ou des lacunes directement liées au sport, mais qui sont des lacunes que tu peux avoir dans ton cerveau et qui débloquent des choses qui font que tu es plus. Je prends le cas par exemple de William, et il est très. Alors je le connais tout bien. Il est venu à Bordeaux pendant 1 an. Et donc, je connais ses qualités et ses défauts également. Eh bien, c'est un joueur qui est ultra complet, mais par contre, effectivement, il va avoir tendance un peu à se sous-estimer. Et quand tu te sous-estimes à ce niveau-là, ben, ça devient un frein. Voilà. Et il aurait pu faire une plus belle carrière, peut-être une carrière comme Manuel Amoros a fait, qui lui n'avait aucun frein. Il jouait brut de pomme et il jouait, c'était bon, c'était bon, c'était pas bon, c'était pas bon. Mais Posez-moi une question. il se Posez posait zéro des question. questions que, par exemple, William ne pourrait s'en poser.
Et donc, ta première sélection, tu n'en gardes pas un souvenir impérissable ou ça reste quand même un grand souvenir pour toi, ta première sélection en A? Je sais pas. Non, je sais pas. Donc, ça répond à ma question. Ça devait être contre l'Islande ou quelque chose comme ça. Dans le Luxembourg, je crois. Non? C'est Belgique. En tout cas, la première fois où tu joues, en tout cas. Peut-être que tu es sélectionné avant, je ne sais pas, mais le Oui, premier parce qu'à match. cette époque-là, parce que j'ai un peu plus de sélection, mais j'ai parfois pas joué. Enfin bon, Et donc, en fait, ton baroud d'honneur, on va dire, avec l'équipe de France, c'est les Jeux Olympiques. oui, et oui, parce que là, c'est fantastique. Là, c'est, tu as des joueurs, que tu as côtoyés, dans le championnat, français, pas des joueurs, qui sont à la recherche, de où est la caméra, si où est là, moi ceci, moi cela, et qui sont pas du tout dans cette, mouvance-là, qui est plutôt, ils sont plutôt dans une mouvance, on est ultra content d'être là et on va tout faire pour que les choses se fassent. Et tous les joueurs, tous sans exception, étaient dans cette mouvance-là. Donc, que ce soit José Touré, que ce soit Daniel Exuerem ou Philippe Janol ou autres, tout le monde était parce que tout simplement l'entraîneur était dans cette mouvance. Parce que l'entraîneur était pas loin, il avait arrêté sa carrière depuis très peu de temps, donc il était encore comme un joueur, le grand frère, parce qu'on avait tous joué contre lui et lui taper sur l'épaule, Henri. Bon, aujourd'hui, comment on fait? Vous faites un peu comme vous voulez. Le seul rendez-vous qu'il y a, c'est cet après-midi, rendez-vous à 17h sur le terrain et je compte sur vous. Qui vous laissait une grande liberté. Alors, et on était avec quelqu'un qui fonctionnait comme ça, et puis il y avait beaucoup de joueurs qui fonctionnaient comme ça aussi. C'était pas des chiens fous que tu lâchais dans la nature et qui allaient faire les fous à gauche ou à droite. Pas du tout. C'était des joueurs confirmés qui avaient beaucoup de qualité et qui étaient surtout très contents d'être là parce que c'était quand même un événement. Et après, la preuve en est puisqu'on a été champion olympique. Et c'est qui ton gars sûr pendant les JO, la personne à qui tu t'entends le mieux? Mon vrai pote, c'est Patrice Garand. C'est mon vrai pote, voilà, avec qui j'aimais bien Guy mais tous, Guy Lacombe. On avait une même manière d'appréhender le football. Philippe Janol, on s'entend très bien. Donc, mais tous, et puis même quand on s'est revus là dernièrement, on avait l'impression qu'on s'était quitté la veille, quoi. Ouais. Alors, on avait tous un peu des rides supplémentaires, des cheveux blancs supplémentaires, mais on avait l'impression parce qu'on parle le même langage. Où j'ai l'impression que vous êtes vraiment une vraie bande de potes. J'ai cru comprendre, il y a un groupe WhatsApp, vous êtes tous dessus, vous continuez à vous parler de manière peut-être pas quotidienne, Je mais parle des jeux. Mais on a fait, pendant 2 ans, on a fait en gros, Henri Michel, il a construit l'équipe comme s'il avait été entraîneur de club. Et il a fait comme Aimé Jacquet a fait quand il est arrivé et qu'il avait une feuille blanche au Girondins de Bordeaux. Il a construit son équipe telle qu'il l'imaginait. Et après, il s'est tourné alors ça, c'est l'avantage quand on est entraîneur, et il s'est tourné vers les clubs. Et puis il a dit, ben tiens, je vais prendre un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, et je vais essayer de construire. Et ma première sélection, puisque ça a été comme ça qu'il l'a fait, je suis sûr qu'il a fait comme ça également, et il a mis des joueurs qui, en fait, sont restés du début puisqu'on a fait des présélections pendant 2 ans, hein, pendant 1 an et demi avant d'arriver au jeu, puisqu'on a joué contre l'Espagne, on a joué contre la Belgique, on a joué contre l'Allemagne, et c'était à peu de choses près toujours la même ossature de groupe. Et Henri Michel, il a construit son groupe en imaginant qu'il pourrait arriver aux Jeux Olympiques à Los Angeles. Donc, quand il commence et qu'on joue contre l'Espagne, qui était une très grosse équipe, eh bien, il y avait au moins 60% des joueurs qui étaient au tout début se sont retrouvés en finale des Jeux Olympiques. Et ils ont suivi, et au fur et à mesure, Henri il a rajouté des joueurs
qui pour lui correspondaient, des joueurs qui permettaient de faire le lien également dans cette équipe. Mais toujours des gens qui avaient le même profil. Et c'est un peu ce qui fait qu'on est proche, on va dire, ensemble. Et en 84, quand il y a le championnat d'Europe et que l'équipe nationale A est championne d'Europe, eh bien, on fait le constat, on se dit, on est au milieu des années 80, tu avais 40 à peu près, 45 joueurs de haut niveau. Parce que tu as été champion d'Europe et tu as été champion olympique. Et ça, c'est pour le football français, ça a débuté au début des années 80 parce qu'il y a eu une autre manière d'organiser les clubs grâce à Budzinski à Nantes, grâce à Didier Kouékou et Aimé Jacquet à Bordeaux. À Lens, il y avait un très fort aussi potentiel avec beaucoup de joueurs qui étaient issus de Lens, puisque Didier Sénac, Xuereb et François Brisson. Il y a eu aussi dans le Nord, qui malheureusement n'est pas venu avec nous, Bureau également. Donc, tu avais deux groupes qui ont eu beaucoup de réussite avec deux moyens différents pour y arriver. Et Henri Michel, quand il a été champion olympique, il a essayé de faire la même chose après avec l'équipe nationale A. Ça a été beaucoup plus difficile. Ouais. Et à quel moment vous vous rendez compte que vous pouvez la gagner cette médaille d'or? Parce que les débuts sont quand même difficiles. Premier match contre le Qatar, un match qui est quand même plus difficile que ce qu'on aurait pu imaginer. Vous faites 2-2, vous gagnez difficilement contre la Norvège, ensuite match nul contre le Chili. À quel moment vous vous dites, ou est-ce que peut-être dès le début, l'objectif c'est la médaille d'or, ou est-ce que vous commencez avec des objectifs assez flexibles, on va dire? On va participer. Ouais, d'accord, c'est vraiment coubertinesque. Oui, on va participer. On est là, ben on va essayer de. Et puis finalement, on sort des poules préliminaires de l'autre côté. Et puis quand on arrive contre l'Égypte, là, on gagne l'Égypte et je pense que là, on se dit on peut y arriver. Et après l'Égypte, pour les quarts de finale, vous arrivez contre la Yougoslavie. Et contre la Yougoslavie, qui était très grosse nation, très très grosse nation, et qui eux étaient très ambitieux aussi, parce que comme au début des Jeux, à cette période-là, les pays de l'Est ont été rejetés et n'ont pas participé aux Jeux olympiques. La Yougoslavie s'est dit, c'est l'occasion pour nous, peut-être, de monter sur la première place du podium et puis d'être un peu le représentant de l'Europe de l'Est. Sauf que, malheureusement pour eux, ils sont tombés sur... on avait une bonne équipe. Une équipe qui avait faim, ouais. Et puis, on avait le petit coup de pouce du destin qui fait que on allait... C'était pas écrit qu'on allait, à ce moment-là, qu'on allait avoir la médaille d'or, mais des fois, c'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est-à-dire, tu as un petit coup de pouce du destin. Alors, on appelle ça comme on veut. Hein. C'est la chance, c'est le destin, c'est j'ai mis, quand je suis rentré dans le vestiaire, la chaussette à l'endroit qu'il fallait et elle m'a dit que j'étais dans la bonne direction. Non, mais des conneries comme ça qui peuvent être des conneries pour certains, puis pour d'autres, ça a c'est un signe. Et donc, on gagne contre la Yougoslavie avec Didier Sénac qui est out, hein, qui est blessé gravement et qui s'en va. Et puis moi qui pareil, qui me fait pas une grosse béquille, hein. Cartonner volontairement, parce qu'après j'ai su par les Yougos, enfin bon voilà. Vas-y, des détails, s'il te plaît. Non, ça n'a aucune importance. Cartonner pour dire, eh bien, on les diminue parce que pour eux, leur objectif, c'était de jouer la finale des Jeux Olympiques. Ouais. Et puis à ce moment-là, ils terminent à 9 dans mes souvenirs. Exactement. Ouais. Oui, parce qu'ils avaient perdu ils avaient dégoupillé, ouais. Oui, ils avaient dégoupillé. Oui, complet. Et tout ça parce que
poussé derrière, hein, parce que derrière eux, il y avait un fort lobbying de tous les pays de l'Est Pour gagner des médailles. pour la médaille. Et pour eux, c'était vital. Donc, je dis pas que bon, après, moi, je l'ai su parce que bon, quand Par ton ami russe. Par les jumeaux. Pour ton Ben ami oui, russe, voilà. ton ami russe du KGB. Ouais. voilà, Par les fous, ouais. entre autres. Et donc, et on s'aperçoit que quand ils ont fini à 9 et on revoit le match, on dit bah c'est normal, ça pouvait que se terminer comme ça. Ouais. Et donc, on arrive. Didier Sénac est rentré. Moi, je suis clopant et pas possible de jouer la finale des Jeux, malheureusement. C'est comme ça, là, on fait avec. Henri Michel te laisse quand même le choix de jouer la finale. Pas. Ah oui, Henri, parce que une béquille, c'est pas comme une déchirure, on va dire, musculaire. Une déchirure musculaire, tu déchires un ischio, tu peux pas jouer. Là, les choses sont claires. Tandis que là, c'était un impact sur la cuisse et donc il y a eu un épanchement de sang. Donc la cuisse, en l'espace de 3 minutes, elle avait doublé de volume. Et donc les kinés, ils font tout ce qu'il faut pour essayer, parce que je crois que c'était 3 jours ou 4 jours après, ils me disent il y a peut-être une chance d'y arriver. Et donc je fais un essai le matin du match et je suis à 30%, quoi. Ouais. Et là, Henri m'appelle et me dit, bon, qu'est-ce que tu fais? Tu joues ou pas? Je laisse le choix, tu choisis. Il me fait venir dans la chambre. Je lui dis, écoute, Henri, non. Je pense que déjà vis-à-vis des autres, compte tenu de tout ce qui s'est passé, c'est impossible. Je peux pas faire. Donc, tu peux me dire, oui, je pourrais te dire, oui, j'ai commencé, je joue 2 minutes et puis je sors. C'est impossible vis-à-vis des autres joueurs, je peux pas le faire. Et donc je lui ai dit non, je lui ai dit que fais jouer et à ce moment-là c'était Michel Bibard justement. Je lui ai dit fais jouer, mais tu fais jouer qui tu veux, mais Michel il joue arrière droit, je pense que c'est lui qui doit jouer. Et puis le problème il est classé, voilà. Et c'est là où il me dit bon écoute, vraiment c'est bien et on se retrouvera au mois de septembre. Et puisque il y avait des matchs de préparation, etc. Je dis Henri, on ne sait pas ce qui se passera, donc on fait déjà ce match-là, et puis après c'est une autre saison, on verra ce qui se passera. Je suis resté sur le banc, Michel a joué, il a bien joué, et puis on a été champion olympique. Peut-être que si j'avais joué, on n'aurait pas été champion olympique, hein, peut-être que c'est comme ça. Donc voilà comment ça se termine. C'est la fin de ce premier épisode avec The Look, Jean-Christophe Touvenel. On espère que vous avez passé un excellent moment. On se retrouve la semaine prochaine pour un deuxième épisode et je vous promets, il sera passionnant. On va parler de la grande époque, de l'âge d'or des Girondins de Bordeaux. On va parler encore un petit peu de l'équipe de France, de son transfert au Havre et du football des années 80-90. Il y aura de très très belles révélations. Ce sera la semaine prochaine. Le podcast des légendes est une production du podcast du sport LLC, produit par Michel Wertenschlag et animé par Michel Wertenschlag et Guillaume Bonamy. La musique du générique, c'est les Tartan Rascals avec Looking at You. Si ce podcast vous plaît, ce qu'on espère très sincèrement, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. C'est le moyen le plus efficace pour continuer à aider le podcast des légendes à grandir et pour que nous puissions continuer à vous proposer du contenu de très grande qualité. N'hésitez pas aussi à laisser une évaluation 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ou même sur notre site web. La plus belle d'entre elles sera lue à l'antenne par l'un d'entre nous dans un prochain épisode. Alors si vous voulez entendre votre message diffusé sur le podcast, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, avec plus de 30 000 fans, comme vous, qui parlent avec plaisir de foot nostalgie. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube et bien entendu sur notre site web www.lepodcastdeslégendes.com où vous pouvez retrouver tous nos épisodes, une centaine, ainsi que des articles dont ceux de Johan Sonek. Vous pouvez aussi vous inscrire sur notre newsletter qui vous donnera en avant-première
le nom de nos futurs invités, ou vous pouvez aussi aller sur notre Substack, on vient de le lancer. L'adresse est substack.lepodcastdeslégendes.com ou allez sur notre site web où vous aurez un lien direct pour y aller. Si vous voulez des scoops, des articles un peu fouillés, eh bien, inscrivez-vous sur la newsletter ou sur le Substack ou allez directement sur notre site web. Vous verrez, c'est très facile de s'inscrire. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au podcast des légendes. On se retrouve la semaine prochaine.